Je ne sais pas à quel titre M. Yves Le Drian s'adresse à nos autorités pour leur demander de ne pas négocier avec les prétendus djihadistes. C'est vrai, l'extrémisme violent est un problème global, mondial et international. De ce point de vue, en tant que ministre des Affaires étrangères, qu'il ait son opinion sur la question est une chose, mais qu'il donne des instructions aux autorités maliennes. Je ne sais pas à quel titre il les donne pour que je sache. M. Yves Le Drian n'est pas le président de la République du Mali et nous n'avons pas de leçons à recevoir d'un Français. Le Mali est une grande nation que nos autorités se doivent de respecter. C'est le pays de Kankou Moussa, de Soundiata Keita, de Babemba. Et nous pensons que nous avons une fierté, une dignité que nos autorités n'ont pas le droit de bafouer comme on le voit aujourd'hui. Je pense que les petits maigres sommes signées dans un protocole de quelques petits milliards mis en place pour corrompre nos autorités, je pense que les gilets jaunes en ont besoin. Je ne pense pas aujourd'hui que M. Macron ait eu la latitude de demander et de pouvoir répondre à la demande du citoyen français. Les citoyens français attendent beaucoup aujourd'hui de M. Macron pour répondre à la demande du revenu universel pour le petit français. Donc j'ai du mal à comprendre que M. Macron décide de prendre l'argent du contribuable français pour venir corrompre les autorités maliennes. Donc je pense en toute sincérité que nous n'avons pas de leçons à recevoir de M. Macron. Le conflit avec les prétendus djihadistes qui se passe au Mali, c'est des Maliens. Yad, c'est un Malien. Amadou Koufa, c'est un Malien. Nous avons un conflit intermalien, même si les interférences des autres pays et de la manipulation notamment de la France elle-même sont connues de nous. Alors si nous décidons aujourd'hui de négocier avec nos compatriotes, nos concitoyens, parce qu'on estime à un moment donné que nous avons pris des directions différentes, et ceci est une injonction du dialogue national inclusif. C'est le peuple malien qui s'est exprimé pour demander aujourd'hui que nous partions à un dialogue. Donc je pense que Yves Le Drian n'est pas habilité à nous dire qu'est-ce que nous devrions faire. Et s'il s'agit de faire la guerre, depuis 2013, déjà la France est au Mali. Est-ce qu'ils ont pu mettre fin à cette guerre? Est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui, le problème du djihadisme ou de l'extrémisme violent repose sur une solution strictement militaire? Je pense que Yves Le Drian n'a même pas pu résoudre l'équation française qui consiste à comprendre qu'aujourd'hui la défense est une défense stratégique d'une nation avec un système de gouvernance militaire. Si la défense était que militaire, le 11 septembre n'aurait pas eu lieu parce que les États-Unis se trouvent être une puissance militaire, bien équipée, bien formés et des soldats aguerris qui ont fait l'Afghanistan, qui ont fait le Vietnam et qui ont fait tous ces grands fronts. Mais en réalité, ils n'ont pas pu empêcher à l'extrémisme violent de taper sur les deux tours. Donc le problème, il n'est pas strictement militaire. Il y a des équations économiques, il y a des équations sociales qui ne sont pas résolues. Donc si vous n'intégrez pas la défense économique, vous n'intégrez pas la défense civile et politique, vous n'avez pas la solution à la crise. Donc une crise sécuritaire, elle n'est pas que militaire. Donc il ne faut pas que Yves Le Drian nous fasse croire qu'ils sont capables, eux, à travers leur armée, à travers Barkhane et la MINUSMA, qu'ils sont capables de finir la guerre au Mali. Ça, c'est un mensonge politique. Et il faut que nos autorités comprennent qu'avec tout le nombre de soldats que nous avons au Mali aujourd'hui, comment se fait-il que la guerre n'est pas encore terminée? Donc le problème, il n'est pas militaire. Donc il faut analyser sur l'angle géopolitique, il faut analyser sur l'angle économique. La guerre au Mali, c'est une guerre mondiale économique qui se déporte sur notre espace. Donc ses origines, c'est 1957, pour ne pas dire 1496, dès lors que la couronne britannique a décidé que sur la doctrine de la chrétienté, qu'on peut venir nous exproprier de nos terres sans compensation aucune. Et cette doctrine est continue à corps. Il faut que nos autorités puissent affirmer leur souveraineté économique sur nos ressources naturelles. C'est de ça qu'il s'agit.
Si aujourd'hui on voit que Yves Le Drian vient signer quelques milliards pour le Mali, ça veut dire que nous sommes tombés très bas. Kankou Moussa a fait tomber le coût mondial de l'économie pendant 10 ans après son passage à la mer. Et ce n'était que l'or de surface. Et aujourd'hui, nous avons l'or en profondeur. Et comment se fait-il que nous, nos États encore, au lieu d'affirmer leur souveraineté sur nos ressources, continuent encore à faire le mendiant et à se faire manipuler par les puissances occidentales? Mais je dis, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Yves Le Drian, il défend la France. Pourquoi il viendrait défendre les intérêts du Mali? Pour quelle raison? Pourquoi nous, on doit l'écouter? Nous devrions écouter les Maliens. Si les Maliens pensent qu'il faut négocier, on négociera. Si les Maliens pensent qu'il ne faut pas négocier, on ne négociera pas. C'est aussi simple que ça. Nous avons quand même notre souveraineté. C'est une souveraineté politique, nous le savons. Mais nous demandons à ces autorités aujourd'hui d'avoir le courage d'affirmer la souveraineté économique du Mali. Nous avons le potentiel. Nous avons au moins 14 mines d'or répertoriées au Mali qui sont des SA, sur lesquelles nous sommes dans un ratio minable, sur lesquels l'État ne parvient pas à affirmer son modèle économique, sur lesquels l'État aujourd'hui ne parvient pas à affirmer un modèle culturel. L'État ne parvient pas à affirmer un modèle éducationnel. Mais comment vous pouvez parler de civisme? Comment vous pouvez parler d'une nation alors que vous n'avez pas la souveraineté sur vos ressources? Donc s'ils n'ont pas ce courage politique, qu'ils arrêtent, nous, en tant que Maliens, de continuer à nous insulter en prenant des miettes face à des pays qui sont des pays minables, qui sont aussi dans la mendicité. La France est un petit pays qui prend les dettes un peu partout. Mais de quel droit Yves Le Drian pense que lui, il peut aider le Mali à sortir de cette crise économique? Les quelques milliards qu'on nous apporte, cela peut nous permettre, nous, de sortir de notre crise économique? Je dis non. C'est un acte de corruption de haut niveau. Donc il faut qu'on arrête aujourd'hui de nous dire, comme si nous étions des enfants auxquels on vient donner des leçons. Nous sommes d'accord avec la globalisation, nous sommes d'accord d'avoir la France comme collaborateur et n'importe quel autre pays qui vient bien être dans le cadre d'une collaboration, mais il faut que ce soit dans le cadre du respect de notre souveraineté. On ne vient pas nous dire qu'est-ce que nous devrions faire et qu'est-ce que nous ne devrions pas faire. Voilà ce que je comprends par rapport à cette visite de Yves Le Drian au Mali. Je pense que nous sommes un peuple digne, fier, venant des grands empires, et il est temps qu'on arrête de se cacher derrière les clichés et qu'on se mette au travail. Aujourd'hui, si les autorités de la transition décident de se mettre au travail, on peut affirmer, sinon réaffirmer notre souveraineté sur nos ressources. Le chômage auquel nous faisons face aujourd'hui va disparaître. Les salaires peuvent être revalorisés. L'économie peut être relancée. On peut même aujourd'hui quitter le franc CFA. Donc quitter l'emprise, parce que le CFA, c'est une manipulation de la France. C'est les États-Unis qui ont mis ce système vers les années 44-45 pour manipuler le monde. Et aujourd'hui, vu que la garantie de la monnaie, ce sont les devises, notamment l'or, le Mali est aujourd'hui capable de créer sa propre monnaie. C'est cette monnaie africaine qu'est l'éco. Et désormais, nous serons capables de travailler par nous-mêmes, de gagner de la richesse par nous-mêmes, au lieu de continuer à être assujettis à l'ajustement structurel du FMI, de la Banque mondiale, qui, malgré que nous n'avons même pas de médecins dans nos villages, nous sortant des écoles de médecine, on les met au chômage. On n'a pas une économie stable. Nos économistes qui sortent des écoles, on les met au chômage. Il y a une inéducation inexplicable. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait deux Afriques. Une Afrique qui théoriquement est riche avec tout le scandale minier que nous savons. Et de l'autre côté, l'indice de développement humain est minable. Cela est dû effectivement au cartel bancaire financier, au FMI et à la Banque mondiale. Il faut aujourd'hui que nos chefs d'État aient le courage d'avoir une rupture avec ce mécanisme qui a montré ses limites. Si aujourd'hui le FMI et la Banque mondiale permettaient aux pays africains de se développer après 60 ans d'indépendance, on n'en serait pas là. Donc il faut qu'on comprenne aujourd'hui que nous ne serons nous-mêmes que par nous-mêmes. Nos ressources, on doit réaffirmer notre souveraineté là-dessus. Nos conflits, on est un pays issu de grands empires, on a connu des conflits, on connaît comment les négociations se passent, on sait comment finir les conflits. Donc il n'est pas question pour nous d'écouter un Français qui est à la recherche de la même mise sur nos ressources pour nous donner une solution qui est à la française. Serval est venu en 2013
En disant aux Maliens, effectivement, à l'époque, Djangounda s'est fait prendre au piège, ils ont utilisé la théorie du choc pour nous faire croire que dans les 72 heures, si nous ne signons pas l'arrivée de la France, et que éventuellement les djihadistes vont atteindre le Mali. Donc, M. Traoré Djangounda a accepté de signer l'arrivée de Serval, mais Serval est venu sous la couverture de la France avec Barkhane derrière, qui en réalité protégeait la recherche minière. La compagnie française des mines qui a été créée à cet effet a été accompagnée parce que le mouvement des capitaux est toujours protégé par une armée. C'est ce qu'on appelle les OPEX, les opérations extérieures de la France qui permettent de protéger le mouvement du capital. Donc en réalité, Barkhane n'est pas là pour la sécurité du Mali. Barkhane est là pour protéger les intérêts de la recherche minière. C'est ça la réalité. Et le conflit qui se passe au centre est une politique de dépeuplement, de la dépopulation de notre continent, pour mettre la main sur les ressources naturelles. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas un problème entre un Soreille et un Peul, il n'y a pas de problème entre un Dogon et un Peul, c'est un faux problème. Donc la nature du problème, nous le connaissons. Donc que les autorités affirment juste qu'il faut analyser le problème dans sa profondeur et apporter les solutions économiques. Il s'agit de la prospérité partagée, du partage de la richesse. Les ressources existent, c'est vrai. Nous, les Maliens, nous n'avons pas la technologie nécessaire pour atteindre 200 ou 300 mètres en profondeur pour aller chercher l'or. Donc les partenaires qui viennent pour nous aider avec la technologie, nous devons de partager les richesses avec eux. Mais nous n'avons pas le droit de brader nos richesses. Donc nous devrons nous inscrire dans le cadre du droit international qui a été négocié pendant 10 ans de 66 à 76, qu'on appelle le pacte international pour le droit politique, civil et citoyen. Donc de ce point de vue, nous sommes inscrits dans ce pacte international qui nous demande juste d'aller au partage de richesses. Mais nous ne pouvons pas accepter de perdre notre souveraineté qui en réalité est une souveraineté permanente sur nos ressources. Le Mali a la souveraineté permanente sur nos ressources. L'Afrique a sa souveraineté permanente sur les ressources. Maintenant, nous faisons des contrats avec nos partenaires pour rentrer dans la richesse. Et une fois que nous ne sommes pas satisfaits de la nature de ces contrats, nous avons le droit de revoir ces contrats. Les contrats miniers, on peut les revoir. Ils nous ont expropriés pendant un certain temps. Mais si nous sommes en mal, si nous sommes en difficulté, nous avons aussi le droit de les exproprier. C'est tout à fait normal. C'est légal, c'est le droit international qui le dit. Alors, pourquoi nos autorités sont aussi frileuses et qu'ils n'acceptent pas de réaffirmer notre souveraineté sur les ressources qui sont quand même essentielles? Tout le monde est en train de courir derrière les ressources naturelles. Nous l'avons chez nous. Et alors, pourquoi nous n'affirmons pas notre souveraineté là-dessus? Pourquoi nous ne relançons pas notre économie sur la base des ressources dont nous disposons? Nous avons les ressources intellectuelles, nous avons les ressources naturelles. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre au travail? Mais juste parce que nous avons une élite qui est corrompue, parce que ceux qui travaillent avec les multinationales de façon générale ont les intérêts cachés dans les paradis fiscaux. Donc ils sont dans la fraude, dans la discrimination et dans le blanchiment d'argent. Donc nos partenaires, nos concitoyens qui sont complices de cette activité sont aussi dans l'illégalité et privent nos pays de ressources pour les mettre dans le cadre de la fraude. Donc je pense qu'aujourd'hui, les autorités de la transition doivent se réveiller, comprendre que nous avons le potentiel, nous n'avons pas à subir les dictats de la France, nous n'avons pas à être effrayés, penser que tout ce que nous faisons, si la France ne nous dit rien, si la France ne parle pas, que nous ne pouvons pas faire quelque chose. C'est archi faux. La France n'a aucune force dans le monde aujourd'hui. Le droit international a évolué. Il suffit pour nous juste d'aller à l'application du droit international. La France ne peut pas être contre l'application du droit international. Et nous avons le pacte international des droits politiques et civils qui est à notre avantage. Nous avons la convention type collective qui a permis aux mines de s'installer sous la transition de Amadou Toumani Touré, qui nous a mis dans cette situation. On peut rectifier ça. Les relations avec les autres pays du monde, on peut le recorriger. Parce que même la France aujourd'hui peine à avoir de la richesse parce que les multinationales, la France n'a pas de même mise sur les multinationales. Les multinationales ont multiples couleurs et ne permettent pas à la France de s'enrichir. Et aujourd'hui, nous avons innové un autre modèle qui permet à la France
si elle le désire, si elle accepte de continuer à soutenir les multinationales, de venir avec l'État du Mali pour créer un modèle économique plus viable, là, ça permet à la France de rentrer dans la richesse. Donc au niveau du centre d'études stratégiques, nous avons réfléchi à un modèle, une clé de répartition qu'on appelle la clé de la répartition de la richesse, qui permettent au Mali d'être à 45% sur ses ressources, permettre à l'Afrique d'être à 15% en tant que panier flottant, permettant aux autres pays de rentrer dans la richesse en termes d'intégration et donner 40% au reste du monde. Donc l'Union européenne et les autres pays pourront participer au capital de cette entreprise, de cette co-entreprise que nous avons appelée la co-entreprise Sanou, qui permettrait effectivement à tout le monde d'être dans la richesse, mais de façon équitable, de façon équilibrée, de façon respectable. Et cela permettrait au Mali d'être à 45% sur son potentiel minier. Et aujourd'hui, si le Mali est à 45% sur le potentiel minier, cela donnerait à l'économie malienne une force efficacité qui permettrait au Mali de pouvoir redresser le tissu économique et pourrait même créer une situation de stabilité, parce que les gens qui nous envoient les djihadistes, s'ils rentrent dans la richesse, c'est sûr que pour sécuriser leur investissement, nous aurons moins de problèmes, parce qu'en réalité, l'insécurité, elle n'est qu'économique. Et une fois que les intérêts sont partagés, vous imaginez aujourd'hui, si nous avons une usine de mines au Mali, supposons que nous la mettons à Kidal, et que la France est actionnaire, les États-Unis actionnaires, la Chine actionnaire, les Russes actionnaires, l'Espagne actionnaire, l'Allemagne actionnaire, le Japon actionnaire, vous pensez que des djihadistes peuvent aller attaquer une telle mine à Kidal? Ce n'est pas possible. Parce que la technologie qui permet de sécuriser l'espace est aux mains de ces Occidentaux. Donc, en aucune façon, leurs intérêts ne peuvent être attaqués. Mais s'il s'agit réellement d'une usine que malienne, soyez sûrs que dans les 48 heures qui suivent, des djihadistes l'attaqueront. Donc, nous avons compris. Et il faut que les autorités de la transition comprennent qu'aujourd'hui, la guerre que nous connaissons, elle est plutôt économique, elle n'est pas militaire. Il faut qu'ils arrêtent de suivre la loi de la programmation militaire qui ne fait qu'envoyer nos enfants à la boucherie. Des enfants de 18 ans, 19 ans que vous allez former militairement, qui ne pourront pas faire face à cette crise parce qu'elle est plutôt économique. On va investir de l'argent pour armer des jeunes qui vont aller juste à la boucherie. Le problème, il n'est pas militaire, il est économique. Donc, si on continue à respecter le programme, la loi de programmation militaire, on va continuer à acheter des armes, on va continuer à recruter des jeunes. Mais en réalité, ça ne résout pas le problème parce que les autres équations ne sont pas résolues. L'équation économique n'est pas résolue, l'équation civile n'est pas résolue. Parce que l'insécurité, elle est d'abord civile. Parce que quand vous privez quelqu'un de ses moyens de subsistance, il est prêt à mourir. Donc quand vous privez quelqu'un de sa dignité, il est prêt à mourir. Donc ce sont ces éléments essentiels, mais quand vous n'avez pas d'emploi, quand vous regardez par exemple certains djihadistes, mais ils acceptent d'aller mourir pour 50 000 $ parce qu'ils ont la possibilité de reverser cet argent à leur famille pour que la famille puisse vivre dignement. Donc, si cette famille avait un enfant qui travaillait et qui pouvait travailler et gagner ces 50 000 $, est-ce qu'il sacrifierait sa vie? Donc, en réalité, le problème, il est d'abord le droit économique, le droit civil. Ensuite, le droit militaire vient en troisième position. Donc, si vous sécurisez les personnes en leur donnant de l'emploi, en leur donnant la sécurité alimentaire, vous réduisez à plus de 80% l'insécurité. Donc, voilà en 2 mots ce que je peux dire par rapport à cette visite de M. Yves Le Drian, qui est quand même dans son rôle. Il défend les intérêts de son pays, il a tout à fait raison, mais je pense que nos autorités aussi doivent être dans la posture de défendre les intérêts du Mali.